Alors, bonsoir à tous et bienvenue à la demi-finale d'Eloquentia Bordeaux, édition 2021. Cette année, la demi-finale va se réaliser dans des conditions un petit peu particulières parce qu'elle va se faire sous forme de tournage qui vous permet à vous, derrière vos écrans, de suivre cette demi-finale comme si vous y étiez. Donc elle va se faire sans public mais sous forme de tournage. Et pour cela, donc, on va vous demander de bien respecter les gestes barrières, donc comme on vous l'a dit, avec les masques, le gel hydroalcoolique à disposition et les distanciations sociales, choses qui seront respectées également pour l'orateur qui pourra enlever son masque grâce aux 2 mètres qui séparent le public de lui-même. Cette demi-finale va se faire avec 8 demi-finalistes que sont Emma, Bilal, Émile, Nathan, Thomas, Louis, Reda et Lucille. Donc on est super heureux de les avoir avec nous aujourd'hui. Et pour les départager, on a fait appel à 4 jurés d'exception. Donc on a pour cela donc Monsieur Chèvre, qui est comédien et formateur à la prise de parole et en improvisation. Nous avons également Maître Mouli, qui est donc avocat et secrétaire à la conférence du barreau de Bordeaux. Nous avons Madame Monnier, qui est comédienne. Et Monsieur Escrignac, qui est philosophe et formateur à la prise de parole également. Madame Mautier, qui est comédienne d'ailleurs et formatrice à la prise de parole également. Donc voilà, les présentations sont faites. Sans plus attendre, on va commencer avec le premier sujet et notre première candidate. Donc c'est Emma qui va ouvrir le bal sur le sujet « L'intelligence rend-elle beau ?» et elle sera à la positive. Nous sommes en 1640, à Paris, dans le hall du théâtre de Bourgogne. Le vin et l'opulence coulent à flot. Les murs sont ornés de velours rouge, les spectateurs de velours bleu. Les ourlets débordent de dentelles et les gazes soulignent les balcons des femmes. Les balcons du théâtre, eux aussi, sont pleins de monde et de mondains. De mondains, de marquis et d'amants qui se complimentent mais qui mentent, car en réalité, ils se marrent des autres marquis, car il y a un couac parmi cette cacophonie. Et quid de ce couac? C'est très simple. Pour séduire la plus belle femme des lieux, une dénommée Roxane, un de ces fameux marquis, un dénommé Christian de Neuvillette, est en bonne posture. Voyez-vous, pendant que les concours, lui, il marche tranquillement, il est courageux. Aussi, il court à genoux et il est beau. Il est très beau. Pourtant, c'est malgré son roc, son pic, son cap, que dis-je, son cap, sa péninsule, que Cyrano de Bergerac, malgré sa laideur, est celui qui emporte le cœur de Roxane. Comment, me direz-vous? Par son intelligence. Mesdames et messieurs, chers jurys, s'il y a bien une chose qui rend beau, ce n'est pas la personnalité ou le charisme, non. Non, c'est l'intelligence. Alors à toutes les têtes, à tous les rats de bibliothèque, les matheux, les cagneux, les boutonneux, les curieux, les talentueux, mais bombez le torse et levez la tête. Usez de vos belles paroles, de vos regards en biais, de votre alphabet, de vos bouquets de bruyère et de bleuets, de votre matière grise, pour pétrir et sculpter votre beauté. Car grâce à vous, oui, grâce à vous, j'ai de l'espoir. Parce que le plus gros pou parmi les poux peut se rendre beau. Et je vais sans plus attendre vous expliquer pourquoi. Tout d'abord, si l'intelligence rend beau, ce n'est pas parce qu'elle le rend intéressant ou attractif, non. Non, c'est parce qu'elle manipule. L'intelligence, la vraie, c'est adapter n'importe quelle situation à son avantage. De la manipulation, cher jury. Ni plus, ni moins. En usant avec adresse et malice de son intelligence, on
On peut prendre les idées les plus laides, les plus condamnables, et les rendre belles. Et le voilà, le propre de l'éloquence. L'orateur enflamme la foule, mais parce qu'il la manipule. Et une fois les bouches entr'ouvertes de béatitude, il est alors aisé de leur faire boire nos paroles. Hume disait que la beauté existe seulement dans les yeux de celui qui la contemple. Et l'intelligence sert justement à cibler la bonne personne au bon moment. Alors au fond, la parole. La parole n'est pas si différente que Judas attablé à la scène. Et moi, sur cette scène, ma parole ne sera pas d'évangile, mais au moins mon chemin sera celui de Damas. Parce que j'aurai trouvé ma voie, ma passion. Et la voilà, la seconde chose. La seconde chose qui fait que l'intelligence rend beau. La passion. Cela fait quelques minutes que je suis en train de parler, en train de postillonner allègrement sur cette scène. Et en temps normal, vous seriez juste passé, sans me voir, sans m'écouter. Vos talons auraient frappé le goudron et le bruit de votre silence en aurait dit long. Mais aujourd'hui, vous me voyez en train de faire ce que j'aime. J'aime écouter les autres orateurs, j'aime avoir cette chance à mon tour de prendre la parole. Et la parole, je ne peux pas la prendre sans faire appel à mon intelligence. Mes mots sont soigneusement choisis. Et mes silences, méticuleusement posés. Et pourtant, regardez-moi, cher jury, c'est-à-dire que sur l'échelle de la beauté, je ne suis même pas au premier barreau. Je ne suis même pas celle qui tient l'échelle pour que l'autre puisse monter. Non, je suis cette troisième personne, celle qui dit à celle qui tient et celle qui est en train de monter, faites gaffe, c'est super dangereux. Et en plus de ça, mais je suis terrifiée. Derrière vous, sur cette chaise, mes mains tremblaient alors qu'elles se doivent d'être fermes. Ma gorge est sèche et nouée et me manque de me faire bégayer, alors que l'orateur doit sans peur être celui qui peut dire « C'est si, ceux-ci sont si c'est que qu'on ne sait s'ils en sont. » Et mes jambes vacillent, il manque de me faire tomber alors que je me dois d'être bien ancrée. Et pourtant, le temps d'un de ces discours que j'aime tant, m'avez-vous tout de même trouvé belle? À la question « L'intelligence rend-elle beau ?», la positive, seule, s'élève comme voix de la raison. Tout d'abord parce que l'intelligence manipule, l'intelligence façonne les esprits pour nous rendre beaux. Mais surtout parce que l'intelligence nourrit nos passions. Et les passions ne peuvent que nous rendre plus beaux. Alors, mesdames et messieurs, chers jurys, posons-nous une question. Posons-nous une question qui personnellement m'effraie. Qu'est-ce que je veux être? Parce que, avant de m'effacer, de partir comme je suis venue, j'aimerais simplement vous rappeler que la beauté n'est pas une finalité. Il y aura toujours plus beau, plus intelligent que soi. Au fond, on ne sera jamais vraiment rassasié. Et croyez-moi, être rassasié, ce n'est pas une fin en soi. Alors demandons-nous, qu'est-ce que nous voulons vraiment devenir? Demandons-nous, qu'est-ce que je veux être? Est-ce que je veux être belle? Ou bien aimante, bienveillante, souriante? Et alors, quand j'aurai répondu à cette question, et pas avant, à ce moment-là, il y aura quelque chose que sans un pli, sans une tâche, j'emporterai malgré lui. Et cette chose, c'est mon panache. L'intelligence rend-elle belle? 5, 4, 3, 2, 2, 2, 6, 8, 11. Ces chiffres sont des notes qui ont été données à certains élèves dans un système scolaire.
je les connais bien. J'ai flirté avec quelques-unes de ces notes. D'ailleurs, certaines étaient un peu trop attachées à moi. J'avais du mal à rompre avec elles. Nous sommes à l'ère où peut-être le système scolaire est dépassé. Il n'est peut-être plus adapté à sa génération. Commençons par définir la notion d'intelligence. Rappelez-vous, à l'époque, à l'ancienne, quand vous étiez encore à l'école, votre maîtresse ou bien des camarades de classe influencés par leurs parents vous ont sûrement expliqué que l'intelligence, c'est être un bon élève, avoir des bonnes notes. Et à contrario, un mauvais élève, c'est un élève qui a des mauvaises notes. Malheureusement, il n'y a pas qu'une seule intelligence. Il y a l'intelligence scolaire, l'intelligence d'émotion, de transmettre des émotions. Un élève qui ne s'intègre pas dans un système scolaire, qui n'est pas fait pour certaines cases. Peut-être que cet élève-là sera adapté à un autre système, à une formation. Peut-être qu'il sera déscolarisé du système classique. Peut-être qu'il fera un CAP, une formation professionnelle. Peut-être même qu'il sera très intelligent dans une formation de boulangerie, pourquoi pas. Peut-être même qu'il excellera, il sera un maître étoilé. Et peut-être même que sa maîtresse, qu'il a traité de mauvais élèves, ira chercher des pâtisseries dans sa boulangerie. Bien sûr, on n'a pas tous la chance d'aller à l'école. Certaines personnes n'ont pas eu cette chance dans d'autres pays ou même en France, ou alors parce qu'ils faisaient l'école buissonnière. C'est possible. Et est-ce que être intelligent à l'école a influencé votre beauté? Je ne crois pas. Rappelez-vous bien, vos parents, pour eux, vous étiez leur petit loulou, leur petit bébé, et ça jusqu'à la fin de votre vie. Même si vous étiez peut-être un mauvais élève. D'ailleurs, je ne dirai pas de nom ni de personne dans le public, mais certains ont l'air d'avoir des petites têtes de cancre, des petits rebelles. Je viens de vous décrire à travers l'exemple de certains parents la beauté subjective. En effet, cette beauté-là ne peut pas être tout simplement objective, ce n'est pas possible. Car la beauté est dans la nature. Comme on dit, l'expression, c'est les goûts et les couleurs se trouvent dans la nature. Dictionnaire. Dictionnaire de la langue française maîtrisé par cœur. 3 langues maîtrisées aisément. Mathématiques supérieures aussi maîtrisées. Je viens de vous décrire le palmarès de mes compétences. Est-ce que vous pensez maintenant que je vous ai transmis cette information de ma part, que je suis plus beau qu'au début de cette présentation? Je ne pense pas, je l'étais déjà avant, bien évidemment. Non. Pour être sérieux, bien évidemment, ce n'est pas vrai. Et si l'intelligence ne rendait pas beau, mais rendait-elle plutôt laid? Par exemple, une personne que vous connaissez dans votre entourage qui connaît tout sur tout. C'est agaçant. Dès qu'on essaye de parler de quelque chose avec cette personne-là, oui, je sais.
Désolé, désolé de vouloir m'intéresser, de partager des sujets de conversation avec toi. Et là est la faille de l'intelligence. Prenons l'exemple par exemple de Einstein. Est-ce que son intelligence l'a-t-il rendu plus beau? Je ne crois pas. S'il n'était pas aussi intelligent que ça, je ne pense pas qu'il aurait fait carrière dans le mannequinat. Quoique, vous savez, les standards et les codes de la beauté sont très compliqués à comprendre. On n'est pas sûr tout le temps de cette beauté. Je vais vous partager un petit texte que j'ai écrit, un petit slam. Société communautaire qui essaye de te stigmatiser par le regard de la manière dont les gens aiment penser. J'en ai rien à faire de ce que j'ai l'air et je reste fier finalement. Je préférais l'école primaire. Même avec un cul négatif, je vais tous les faire taire. Prêt à tout, à me foutre en l'air comme Thomas Pesquet. Je vais tous les choquer. Quoi? Je suis beau, moche, bête ou intelligent? Personne ne m'arrêtera. Même si on m'enferme dans un cachot, mes pensées continueront de voyager à Monaco et je serai célèbre autant que Picasso, lui qui a prouvé par son intelligence que la Joconde est belle de loin, mais loin d'être belle. Merci. Un ami, un vrai ami, un bon ami, un bel ami. C'est quelqu'un que l'on connaît bien, quelqu'un avec qui on a passé des bons moments, quelqu'un avec qui on a découvert des choses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui ne nous est pas étranger. Alors en quoi l'étranger est un bel ami? Pour ça, je pense d'abord il faut définir ce que c'est que l'amitié. Et ce qui est pratique pour les gens qui n'ont pas beaucoup d'amis ou qui ne savent pas ce que c'est qu'il y a des gens comme Aristote, qui devaient en avoir plein, et qui ont pris la peine de définir ça pour nous. Aristote définit l'amitié véritable comme étant la seule capable de faire progresser l'homme, car elle est en réalité un miroir dans lequel on peut se voir tel que l'on est vraiment. Et moi, j'aime beaucoup cette définition. J'aime beaucoup parce que d'abord, elle définit ce que c'est que l'amitié, mais elle définit aussi ce que c'est que progresser. Et c'est vrai, pour s'améliorer, il faut être conscient de ses erreurs, pouvoir se remettre en question, se replacer dans son contexte. Moi, par exemple, je suis français, je vis en France, et je côtoie majoritairement des Français. Je fais des études, je côtoie majoritairement des gens qui font les mêmes études que moi. J'habite à Bordeaux, je côtoie majoritairement des gens qui viennent de Bordeaux. Ma vision du monde, elle m'est très personnelle. Et elle n'a rien à voir avec cette grand-mère au Pérou qui a passé sa vie à élever des chèvres. Rien à voir avec ce joueur de NBA aux États-Unis ou ces enfants qui tous les jours traversent le désert pour aller à l'école. Et quand on dit que les voyages forment la jeunesse, ce n'est pas pour rien. Le fait d'aller voir ces étrangers-là, ces gens qui ont une autre vision du monde que nous, comprendre que ce qui est habituel pour nous ne l'est pas forcément pour d'autres, et à travers leurs yeux, se rendre compte de nos erreurs, de nos défauts, et donc progresser, qu'ils soient le miroir dans lequel on peut se voir vraiment, car ils ont une vision différente de celle qu'on a l'habitude de voir. Et donc là, on tombe parfaitement dans la définition de l'amitié selon Aristote, et c'est pour ça que l'étranger est un bel ami. Ok, on va prendre un exemple ensemble. On va se faire un petit film, d'accord? Venez avec moi, on se l'imagine une salle, ok, un peu sombre, avec plein d'ordinateurs, des écrans, des boutons de partout, et des scientifiques. Au milieu de la nuit, d'un coup, tout s'excite, tout s'affole, les lumières s'allument, s'habillent de partout, les écrans s'excitent, les scientifiques s'excitent, et au bout de quelques minutes, ça y est. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, pour la première fois de l'histoire de l'humanité, nous devons de rentrer en contact avec des extraterrestres. Gros film. Alors, je ne sais pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé, et on arrive à communiquer avec eux. C'est un film à l'américaine, pas de problème, que des solutions. Les extraterrestres parlent déjà anglais. Est-ce que vous vous rendez compte l'opportunité que cela représente? Le nombre de réponses que cela peut apporter. Comprendre comment est-ce que la vie est apparue sur Terre par rapport à eux, les similitudes, les différences. Comprendre comment est-ce qu'ils conçoivent le monde, comment est-ce qu'ils ont évolué. Et pour la première fois, un regard totalement extérieur, totalement étranger aux presque 8 milliards d'habitants de cette planète. Capable de voir vraiment comment est-ce que nous avons évolué, colonisé, ce miroir géant dans lequel l'entièreté du monde peut se regarder
une opportunité de progresser incroyable. Et encore une fois, on tombe dans cette définition-là, et encore une fois, c'est pour ça que l'étranger, celui dans lequel on peut se regarder, est un bel ami. Après, là, vous allez me dire, bon, Émile, dans les films américains, les extraterrestres, ils viennent pas pour faire une partie de puissance 4. Hein. Non, ils viennent pour se battre, et à la fin, Bruce Willis sauve le monde. Ça n'a pas l'air très amical. Et ça, c'est pas un problème. Et pour ça, on va parler de bel ami. Bel ami. Quand on y réfléchit, personne n'utilise bel ami. Vous n'avez jamais croisé quelqu'un dans la rue qui se fait « Ah, c'est Michel, mon bel ami ». Non, ça ne marche pas. Pourtant, bel ami, moi, ça me parle. Ça me rappelle mon oral de bac de français. Ce moment où je me suis rendu compte que faire des grands discours, c'est bien beau, mais quand on n'a rien à dire, ça ne sert à rien. Oui, je n'avais pas saisi toutes les subtilités de bel ami de Maupassant. Et dans ce livre, Georges Duroy, a.k.a. Bel ami, est un anti-héros. Il est arriviste, cupide, manipulateur. Il est comme nos extraterrestres, c'est pas quelqu'un de bien. Pourtant, Maupassant l'a appelé bel ami. En fait, ce livre, c'est une critique de la bourgeoisie du XIXe siècle. Une société que Maupassant trouvait avec plein de défauts, plein de problèmes. Il a donc créé ce personnage-là de Georges Duroy, totalement étranger à cette sphère-là, pas très intelligent, et qui pourtant va utiliser toutes ses failles, tous ses défauts, pour duper tout le monde et gravir l'échelle sociale. En fait, ce livre, c'est pour montrer les problèmes dans le but de l'améliorer. En fait, c'est ça, en fait, un vrai ami, quand on y pense. C'est quelqu'un qui vous montre quand ça ne va pas, qui vous montre vos défauts, vos problèmes. Un vrai ami, ça se trouve dans les moments difficiles, pas que dans les bons moments. Et en créant Georges Duroy, cet parfait étranger, qui est en fait un miroir dans lequel cette société peut se voir, peut comprendre quels sont leurs défauts et donc s'améliorer, alors Maupassant a créé le parfait bel ami. Bon, après, il y a des choses étrangères dans la vie qui ne sont pas bien. On ne vit pas dans un monde de bisounours, il y a des choses dangereuses. D'ailleurs, n'oubliez jamais la règle première de votre maman, on ne parle pas aux inconnus. Et s'il y a une chose qui est toujours vraie, c'est que maman a toujours raison. Pourtant, petit, toi qui m'écoutes ce soir, j'ai quelque chose à te dire. Déjà, écoute ta maman, c'est important. Mais n'aie pas peur de l'inconnu. N'aie pas peur de ce que tu ne connais pas. Ne te renferme pas, ne te braque pas, ne deviens pas violent juste parce que tu ne sais pas ce que c'est. Sois curieux. Renseigne-toi, découvre le monde. Essaie de comprendre pourquoi est-ce que les gens pensent comme ci, pourquoi est-ce qu'ils pensent comme ça, pourquoi est-ce qu'ils ont raison, pourquoi est-ce qu'ils ont tort. Ne te satisfais jamais de ton seul avis. Apprends à avoir peur quand il faut avoir peur, apprends à te méfier quand il faut te méfier. Mais crois-moi, petit, pour chaque nouveau lieu que tu auras visité, chaque nouvelle personne à qui tu auras parlé, chaque nouveau endroit où tu seras allé, tu auras grandi parce que tu auras découvert, parce que tu seras remis en question, parce que tu seras devenu plus intelligent. Alors n'oublie pas, petit, l'étranger, ce que tu ne connais pas encore, est un ami, un vrai ami, un bon ami, un bel ami. Cher jury, chers contradicteurs, cher public, virtualisé, je vous salue et je suis content d'être ici. Offenbach, Zola, Lazarev, Kostrovitsky, a.k.a. Apollinaire, d'illustres noms, symboles de la culture française, tous issus de l'immigration, de familles étrangères et de l'émergence du droit de la nationalité. Sandrars, Kessel, Kouchner, Goscinny, des familles à l'origine étrangère qui ont su devenir purement françaises. Sobieski, Poliakov, non désolé, ça c'est ce que j'ai bu hier soir. Reggiani, Cosma, Vartan, Malakian, ces étrangers font désormais partie de la grande famille française, selon la formule de Bénédicte Malat, médecin juif de Salonique, grand-père de l'ancien président de la République, rien que ça, Nico Sarko. Comment prétendre alors que l'étranger est un simple bel ami lorsque l'étranger peut tout à fait faire partie de notre grande famille française? De Staël,
Gainsbourg, Goldman, Badinter. Ces familles d'immigrés ont su faire porter notre patrimoine culturel français. Elles nous montrent de la meilleure façon qui soit que l'étranger n'est pas un simple bel ami que l'on côtoie ou que l'on courtise un jour, comme Georges Duroy, comme vous le prétendez, de Maupassant. Il est notre parent proche, notre ami, notre frère, notre cousin, que l'on accepte toujours, qu'on l'aime ou pas. Car le monde, vous pouvez le haïr, mais vous êtes obligé de l'accepter. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux 4 vents, avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec ma gueule de métèque, mes cheveux frisés, mes yeux noirs et ma voix qui laisse à désirer, je ne suis pas chanteur, je le sais. Moi-même, Nathan Roten, suis l'illustration parfaite de l'étranger, issu d'une mère noire antillaise et d'un père juif askénaze. Le mélange existe, hein, c'est possible. Or, cela fait-il de moi un simple bel ami à vos yeux, ou bien m'acceptez-vous comme vous accepteriez un membre de votre famille? L'étranger est bien plus qu'un simple bel ami. L'étranger fait partie de notre famille. Aujourd'hui, dans notre société actuelle, l'étranger n'est certainement pas considéré comme appartenant à notre famille. L'étranger est fortement rejeté, il n'en est qu'à voir les scores de l'extrême droite, partisans de la fermeture des frontières. C'est une réalité. Or, cette peur de l'étranger, ce rejet de l'étranger, peut mener à des conséquences incontrôlables, relevant de l'inconscient. Albert Camus romantisait dans son chef-d'œuvre de littérature ces conséquences terribles, ces dangers torrides vers lesquels peut mener cette peur de l'étranger. L'étranger. Vous avez parlé de bel ami, mon cher contradicteur, parlons de l'étranger. C'est l'histoire d'un homme, Meursault, condamné à mort pour avoir tué, sans aucune raison, d'instinct, comme ça, un arabe. Mon interprétation, la voilà. Chaque individu, quel qu'il soit, possède en lui une partie étrangère et inconsciente qui dicte ses comportements instinctifs, ses choix, ses décisions et même ses pulsions violentes, comme Meursault. L'étranger n'est donc pas un simple bel ami, l'étranger est bien plus. L'étranger est une partie intérieure qu'il convient de découvrir. C'est notre part d'inconscient. Oui, d'inconscient. Messieurs, dames, sortez vos lunettes, ouvrez votre bouquin de psycho, page 63, nous allons parler de Sigmund Freud. Oui, ça va être chiant. Sigmund Freud a su nous faire comprendre mieux que quiconque que cette idée d'inconscient était fondamentale. Il nous l'a fait comprendre avec son concept de la psychanalyse. La psychanalyse n'est autre que la découverte et la compréhension de nos mécanismes inconscients et étrangers, à l'œuvre dans la plupart de nos comportements, choix, décisions. La psychanalyse a pour objectif la découverte de la source de cet inconscient refoulé, qui provoque tous les troubles de l'existence. Voilà la théorie. Voilà la théorie de Sigmund Freud. Ce qu'il essaye... Oh là là là. Votre réaction est intéressante. Là-bas, sourire narquois, vous avez l'air un peu de vous moquer. Hein. Là-bas, j'ai vu beaucoup d'incompréhension, tout là-haut. Reda, un peu de pitié et de compassion. Amen. Et j'ai vu surtout beaucoup de gêne aussi. Hein. Bon, pourquoi il fait ça? C'est bizarre. Ces réactions, les contrôlez-vous? Les avez-vous même choisies? Vous êtes-vous demandé en amont quelle serait votre réaction si quelqu'un tombait sur scène? Avez-vous choisi et contrôlé votre gêne, votre pitié, votre compassion, tout ça, tout ça? Répondez-moi, je vous pose la question. Cela est du domaine de l'inconscient, de notre étranger intérieur qui échappe à la conscience. Or, connaître cette partie étrangère à nous-mêmes,
cet inconscient peut éviter de réelles catastrophes. Si Meursault connaissait la partie étrangère qu'il avait en lui, si Meursault connaissait la source de son inconscient, alors peut-être qu'il n'aurait pas commis ce crime. Alors peut-être qu'il aurait même agi comme un bel ami envers l'étranger. L'étranger n'est donc pas un simple bel ami, l'étranger est bien plus, c'est une partie de nous-mêmes. Je dirais même plus. Attention, attention. L'étranger, c'est nous-mêmes, car nous sommes tous l'étranger de quelqu'un. Aussi loin et différent que soit l'autre, l'autre est un autre moi-même. C'est beau. Christiane Taubira, ancienne garde des Sceaux, femme inspirante, bref. Comprendre cette citation, c'est pas juste comprendre, allez, 10-15 mots alignés les uns après les autres. C'est apprendre à vivre ensemble. C'est se servir de nos forces, c'est se servir de nos différences, pardon, je confonds tout. Mais c'est qu'il y a un lien. C'est se servir de nos différences comme d'une force. Dans un pays multiculturel et métissé qu'est la France. En effet, la France est considérée comme l'un des pays européens qui compte le plus de personnes possédant des origines étrangères. Les historiens ont su démontrer que l'origine unique gauloise des Français n'était qu'une fiction, qu'un roman national pour rassembler les Français, en réalité issus de tribus celtes, germaniques, pictes ou bien helvètes. N'en déplaise aux fans d'Astérix et Obélix, il y en a quelques-uns, je suis sûr ici, ou aux partisans de l'extrême droite, peut-être aussi, nous sommes tous étrangers. L'étranger n'est donc pas un simple bel ami. L'étranger, c'est nous, c'est toi, c'est vous. Pour finir, chers contradicteurs, j'aimerais vous questionner sur un point. Tu l'as dit au départ, mais Émile, as-tu des amis qui te sont étrangers ? Le principe même de l'amitié repose sur la connaissance profonde de l'autre. Or, comment affirmer avoir des amis qui nous sont étrangers ? La question est résolue dès le départ. L'étranger ne peut pas être un bel ami, car aucun ami ne nous est étranger. Merci à vous. Nous sommes les descendantes des sorcières que vous n'avez pas brûlées. Devant ces mots, écrits noir sur blanc dans les rues de Bordeaux, je resta muet. Respect d'avoir trouvé ça. Mais ce n'était pas le cas de tout le monde. Cette affiche était sujette à débat. Devant moi, 2 hommes se gargarisaient bruyamment à leurs propos. Des éternelles victimes. Qu'est-ce qu'elles veulent ? Qu'est-ce qu'elles veulent ? Cette question me perturbe. La réponse étant si évidente. Liberté, égalité, sororité. Y avait-il encore un doute alors ? Visiblement oui. Ancrés dans un passé bien révolu, certains s'accrochent à un avenir modelé pour eux, à leur image, à leur désir, à leur pensée, à ce qui est mais ce qui ne doit plus être. Domination, soumission, tradition. L'humanité n'a cessé de croître en exploitant, contraignant son prochain, entre les hommes, envers les femmes, entre les femmes elles-mêmes. N'y a-t-il alors pas plus bel espoir de voir la poursuite de notre progrès avec la fin de ce jeu cruel ? N'y a-t-il alors pas plus beau symbole de se demander si ce qui a été le plus profondément et le plus longtemps rabaissé soit restauré à sa juste place, cette part de l'humanité réhabilitée à l'auteur de ses sacrifices ? En une question, la femme est-elle l'avenir de l'homme ? Si évidente que la réponse puisse vous paraître, il est important de se pencher sur cette question. À l'origine, il ne s'agit que d'un vers d'un poème, Le Fou d'Elsa de Louis Aragon. L'avenir de l'homme, c'est la femme. Elle est la couleur de son âme, elle est la rumeur et son bruit, et sans elle, il n'est qu'un blasphème. Ça sonne bien, non ? Mais à part ça, à part cet aspect esthétique, qu'est-ce qu'on a voulu nous dire ? Si ce vers nous est parvenu, c'est qu'il a encore un message à nous transmettre, à nous porter. Alors je ne prétends pas être suffisamment lettré pour vous le dévoiler, mais je vous propose d'y voir une prophétie. N'écoutez pas ceux qui, peut-être poétiquement, vous diront que ce n'est qu'une ode à la suprématie des femmes, qui peuvent se débrouiller sans nous. Ils ne sont inspirés que par des idéaux soit conservateurs, motivés par la bêtise, soit futuristes, jugeant que la fin des maux de l'humanité sera avec l'asexualisation de l'humain. Alors reprenons les mots d'Aragon.
Sa prophétie, la voici. L'avenir de l'homme et la femme. Sans elle, il n'est que blasphème. On peut y voir que l'humanité, notre ensemble qui nous relie tous en tant qu'individus, ne sera accompli que réellement qu'avec la fin de la mise à l'écart de la femme. Cet être, adulte de sexe féminin qui possède la qualité unique de porter un enfant. Il s'agit de voir en elle l'avenir, synonyme de progrès et pas un simple futur. La femme, par sa valorisation, apportera l'aube d'une ère où le mérite prime sur le contenu de nos pantalons. Est-ce un radical changement finalement ? La femme décide enfin comme l'homme de l'issue de notre futur ? Si c'est ce que vous pensez, dans ce cas-là, je suis obligé de vous dire que l'avenir a commencé hier. En effet, au plus loin que l'on remonte, la femme portait les fruits de la vie, d'où nous lui devions le respect et offrande. Ainsi, les Grecs vénéraient Gaïa, déesse de la terre, tandis que les Sémites, avant la révélation du livre, priaient une déesse du ciel, leur offrant la pluie. Cette situation tenait au rôle social des femmes, au sein d'un groupe. Sans elles, pas de descendance, pas de famille, pas de relation, pas de pouvoir. La femme est l'avenir de l'homme, depuis le début. Les hommes se battaient ainsi pour obtenir le droit de converser avec elles, de s'entretenir, de les séduire, de les charmer. Il n'en suffisait pas de swiper vers la droite. N'est-ce pas Ève qui décida de nous offrir la connaissance en croquant la pomme ? Mais malgré tous ces cadeaux à l'humanité, la femme tomba en déchéance. Les hommes les plus cupides ne rêvaient que d'éliminer cette concurrence quasi divine. Alors que faire ? Que faire quand on ne peut pas battre son adversaire à la loyale ? On ne peut que tricher. Tricher, on ne peut qu'exclure ce joueur imbattable. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On ridiculise. Rien que l'idée même de sa participation, même la plus minime, est sujette au rire et à la répression. Ainsi, globalement, les femmes furent marginalisées. De détentrices du pouvoir, elles devinrent objets de pouvoir. Simples génitrices, simples nourrices, simples femmes. Pourtant, des destins tentèrent de défaire cette ombre, déchiant cette inégalité créée de toutes pièces pour les exclure de notre avenir. Moyen-Orient, moins 529 avant Jésus-Christ. Le sable est rouge du sang de la bataille. Le vent souffle une braise aride quand la tête de Cyrus le Grand, empereur des Perses, Dieu sur terre, selon lui, roule sur le sol, tranché par Thomris, la reine des Scythes. Imaginez-vous le choc à l'époque ? Le Dieu sur terre, cette divinité, tranchée par une simple reine de nomades à cheval ? Voyez-vous bien comment on peut changer le cours de l'histoire, même que l'on est une femme ? Cyrus s'est d'ailleurs peut-être dit à ce moment-là que l'avenir était une femme, qui sait. Mais alors cette fougue, tueuse de Dieu, croyez-vous réellement qu'elle ne s'est produite qu'une fois ? Que ces destins exceptionnels ne sont réservés qu'à la gente masculine ? Non, la femme est l'avenir de l'homme. Depuis toujours, elle le dirige, elle l'encadre depuis l'aube de la civilisation, malgré son apparente soumission. Ainsi, la femme a bel et bien participé à l'avenir de l'homme. Alors pourquoi ne le ferait-elle plus ? De nos jours, ce qu'on essaiera peut-être de vous dire, c'est que la femme n'a pas participé à l'avenir de l'homme. Elle ne peut plus, tellement ces êtres ignobles se sont maintenus au pouvoir envers et contre tout. Mais ne vous méprenez pas. Peut-être très poétique, ces vils orateurs essaieront, mesdames, de vous voir comme les victimes éternelles du mal, tandis que monsieur, comme le mal en personne. Alors je pose une nouvelle question. Notre époque est-elle vide d'héroïnes ? N'y a-t-il plus de femmes pour bâtir notre avenir d'hommes ? Sommes-nous laissés à l'abandon ? Nous, hommes, avons-nous réussi à abattre les faiseuses de rois, les guerrières, les stratèges ? Jeanne, aide-nous. Aide-nous à retrouver ces femmes à la volonté de feu, à la détermination sacrée, absente de notre histoire contemporaine. Enfin, absente. C'est ce que l'on vous dit. En réalité, ce que l'on nous a caché, c'est que les femmes ont toujours été là, tout aussi capables que les hommes de changer le cours de l'histoire. Des suffragettes de Londres, à Rosa Parks aux États-Unis, pensez-y, des femmes ont déclenché des révolutions sociales, de Marie Curie et la radioactivité, de Valentina Tereshkova, première femme dans l'espace, qui le savait, de Madame Hamilton, qui a conçu le système de navigation de la mission spatiale Apollo, qui le savait aussi. Des femmes ont changé la face de la science. Et alors la guerre. Enfin, allez dire à Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle, figure de résistance française, qu'une femme ne peut pas changer le cours d'une guerre. D'ailleurs, ces deux héroïnes françaises, panthéonisées sous une même inscription,
la patrie reconnaissante à ces grands hommes. La femme est l'avenir de l'homme, le Panthéon le dit, c'est gravé. Alors, l'émancipation de la femme n'est autre que synonyme de progrès, oui, d'évolution, de découverte et de respect. Alors qu'attendons-nous ? 1945, les Nations Unies adoptent dans leur charte et reconnaissent le principe d'une égalité entre les sexes. 1945. Depuis, beaucoup de choses ont changé pour nos mères et sœurs, il faut l'avouer. Mais pas un seul pays sur cette terre n'est encore capable de leur offrir la pleine égalité. Pas un seul, aucun. Pourtant, du pôle Nord au tropique, les femmes continuent à construire notre avenir. Alors, que se passe-t-il ? En quoi ne sommes-nous pas capables d'enfin leur donner leur dû, leur droit, leur respect ? Cet avenir d'égalité, de sensibilité, d'union, nous ferait-il peut-être peur ? Ou vous ferait-il peur ? Voilà ce que j'aurais dû répondre à ces hommes se moquant de vos affiches, mesdames, dans les rues de Bordeaux. Alors acceptons notre passé rude et sauvage. Confrontons notre présent masculin et féminin. Et faisons en sorte que l'avenir de l'homme reste la femme. L'égalité entre hommes et meufs, c'est le 69. Alors cette phrase n'est évidemment ni de moi, ni de Baudelaire, mais de Damso, qui est au rap ce qu'était au théâtre Molière. Alors je n'ai rien contre cette personne, au contraire, Damso, si tu passes par là, je suis célibataire. Voilà, c'est bon. Revenons sur cette citation. Oui, puisque le rap est la nouvelle poésie de notre génération, et que le poète a toujours raison, à l'image d'Aragon, écrivant que la femme est l'avenir de l'homme. Là, moi, j'ai quand même l'impression qu'ici, nous sommes face à une toute autre réalité. Celle que l'égalité et le respect, pour nous les femmes, c'est quand même loin d'être gagné. Alors, est-ce que la femme a envie d'endosser la responsabilité d'être l'avenir de l'humanité quand on voit les mots et la place qui lui sont réservés? Vous n'en avez peut-être pas conscience. Ou se peut-il que vous vous en fichiez, tout simplement. Mais sachez qu'être une femme, c'est violent. C'est violent comme ces mots que j'ai couchés sur le papier pour venir aujourd'hui vous les déclamer. C'est violent, autant que c'est beau, cette capacité que nous avons à jongler avec les injonctions de notre société. Être une femme, c'est violent. C'est marcher en permanence sur un fil, entre le ni trop, ni pas assez. C'est apprendre très tôt qu'il faudra lutter pour obtenir ne serait-ce qu'un semblant de respect. C'est faire attention aux violeurs, aux kidnappeurs, aux harceleurs, à la drogue qui se glisse dans mon gobelet en soirée, à toujours marcher dans les rues les plus éclairées. C'est aussi être capable de changer de casquette comme d'étiquette. Alors on a l'amante, la mère, la femme aimante, elle est jamais amère, elle est servante, cuisinière, elle est indépendante, mais pas trop. Elle est intelligente, mais pas trop. Soit belle, mais naturelle. Soit discrète, mais sans gêne. Soit ma putain, soit celle qui le vaut bien. Ouais, être une femme, c'est violent. C'est entendre le monde demander aux victimes de viol ce qu'elles portaient. C'est entendre les hommes débattre en permanence au sujet de ce que je devrais ou pas enlever. Parce que si la vue de mes cuisses, elle vous excite autant qu'elle vous indigne, parce que ce n'est pas une tenue républicaine, la dissimulation de mes cheveux, elle, vous fait peur, elle vous turlupine. Elle me rend à vos yeux presque inhumaine. Être une femme, c'est violent. Et pourtant, aujourd'hui, là, vous me demandez aussi d'être responsable de l'avenir de l'homme avec un grand H. Moi, j'ai envie de vous dire, quelle audace, hein ? Alors, combien de temps au juste ça va durer ?
Combien de temps l'humanité aura-t-elle besoin qu'on la prenne par la main, de trouver un coupable idéal à ses mots et un porte-drapeau en charge de son destin? Quand on voit tout ce que la femme porte suffisamment sur son dos, comme elle porte en son ventre cette humanité qui plus tard la hante. Et moi, je refuse d'être responsable de l'avenir de ce que nous sommes. Je refuse d'être choisie, érigée en étendard guidant notre somme. La femme, elle ne peut pas être l'avenir de l'homme. Ce dernier, en revanche, il peut et se doit d'être le nôtre. Et pour cause, à l'heure où il nous reste encore tellement de combats à mener, d'injustices à réparer, mais la voix de tous se doit de se joindre à la mêlée, même si votre genre fait que vous ne serez jamais directement concerné. Parce que si moi j'ai mal pour celle que je suis, mais sachez que j'ai encore plus mal pour toutes celles qui souffrent là où je ne suis pas. En Europe, en Asie, en passant par l'Afrique ou les Amériques. Trafic sexuel, législation sur nos corps, humiliation, mutilation, non-accès à l'éducation, viol, violence conjugale, inégalité salariale. Je peux continuer comme ça longtemps. Autant de fléaux qui touchent particulièrement les femmes. Autant de causes qui nécessitent que chacun d'entre nous ici s'enflamme. Car s'en prendre à une femme, mais c'est s'en prendre à l'humanité. Cette citation, elle est une fois de plus pas de moi. Elle est du docteur Denis Mukwege. Gynécologue émérite exerçant dans l'Est de la RDC, cet homme répare des femmes qui, par l'usage du viol comme arme, ont été brisées. Un endroit dont on parle peu, tant nous sommes lassés par la violence qui n'a de cesse de s'y passer. Et tant le monde, les hommes, se sentent en fin de compte peu concernés. Un endroit parmi les autres où des femmes vivent des abominations. Un endroit parmi les autres où être une femme peut être une malédiction. C'est là-bas, c'est ici, et c'est surtout maintenant que nous avons besoin des hommes pour opérer un véritable changement. D'ailleurs, n'est-ce pas quelque part entre leurs mains que se joue une partie intégrante de notre destin ? Tant qu'ils seront aux commandes du haut de leur piédestal, des multinationales, des institutions, des armées, des gouvernements, et que l'on continuera d'écrire des titres s'émerveillant « Première femme à », eh bien les hommes, de par tant de pouvoir, ils seront responsables de l'avenir des hommes comme celui des femmes. Jusqu'à ce que nous finissions par occuper tellement d'espace que la notion de genre dans le débat, j'espère, elle n'aura même plus la moindre place. Après tout, on ne naît pas femme, on le devient. C'est bien la société qui m'enferme dans ce carcan, me renvoyant, me réduisant sans arrêt à la possession d'un vagin, qui fait que des obstacles se dresseront incessamment sur mon chemin. Alors moi, je ne veux pas d'un monde où la femme serait l'avenir de l'humanité. Je rêve au contraire d'une version où l'humanité, à elle-même, elle se suffirait. On veut juste, en fait, qu'elle nous voie comme partie prenante de son intégralité, qu'elle nous laisse enfin respirer. Moi, je ne suis pas, et je ne veux pas être un héros. De toute façon, tous vos faux pas, comme les miens, me colleront toujours à la peau. Si bien que sans contrefaçon, si je pouvais, parfois je choisirais d'être un garçon. Car être une femme des années 2021, femme avec ou sans le bout des seins, c'est déjà suffisamment violent. Alors laissez-moi répondre une dernière fois à votre question, en reprenant cette chanson. Le poète n'a pas toujours raison, face aux vieilles malédictions qui touchent même ma génération. La femme ne veut pas être l'avenir de l'homme.
J'ai cette image en tête. Le ciel est bleu et le soleil vient caresser les joues des invités. Le chant des oiseaux accompagne la liesse des convives. Nombreux sont ceux qui sont venus assister à cette union sacrée. Les deux êtres aimés s'avancent dans l'allée. Dans leur regard, on y retrouve l'insouciance des premiers jours. Cela fait 10 ans qu'ils sont ensemble depuis 5 jours. Sous les yeux humides de leurs proches, les âmes sœurs s'engagent à cœur ouvert, à s'aimer, à se chérir jusqu'au dernier crépuscule, à être là, l'un pour l'autre, l'épaule pour pleurer, la main pour se relever et les bras pour se réconforter. Un anneau au doigt, un dernier baiser, et l'engagement est scellé, sans que quiconque ne s'y soit opposé. Oui, il est possible de s'engager sans déranger, que ce soit par les liens du mariage ou dans toutes ces petites choses que nous faisons au quotidien. Car oui, nous le faisons constamment, sans même nous en rendre compte. Aujourd'hui, je peux affirmer que vous vous êtes tous engagés. Messieurs, dames jurés, vous vous êtes engagés. Envers Eloquentia, pour délibérer de nos discours, ou peut-être plus simplement, en vous engageant dans une voie d'insertion pour venir jusqu'ici. Chers téléspectateurs, vous vous êtes engagés. Envers votre fournisseur Internet ou la plateforme sur laquelle vous nous regardez. Contradicteurs et contradictrices, vous l'êtes aussi. Engagés à libérer votre parole et vos idées. Moi, face à vous, je m'engage à dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Ma vérité. Mes adversaires seront peut-être dérangés par mon excellent niveau, et ils auraient raison. Ou peut-être par ma prétention, ils auraient d'autant plus raison. Mais cela n'a rien à voir avec mon engagement initial. Toutes ces choses que je viens d'énumérer ne dérangent pas, pour la bonne et simple raison que vous avez donné votre accord et que vous le faites avec respect. Ce matin, vous avez respecté le code de la route pour venir jusqu'ici, du moins je l'espère. Chez vous, vous respectez les conditions d'utilisation ainsi que les autres utilisateurs, garantissant ainsi la bienséance. Donc, il est possible de s'engager sans déranger. Vous voyez, cela prend tellement de formes différentes, bien plus que vous ne l'aviez probablement imaginé. L'engagement s'immisce dans nos vies, avec une telle subtilité que nous ne sommes pas toujours en capacité de le voir. Il bat la mesure de notre quotidien, sans que nous en ayons conscience. Et c'est aussi en ça qu'il ne dérange pas. Nous ne pouvons être importunés de quelque chose dont nous ignorons la présence. Au-delà de ces engagements, futiles soient-ils, il y en a d'autres plus importants. Je pense à ces personnes qui s'investissent à ciel ouvert pour des causes ou des valeurs. Que ce soit par un engagement militaire, humanitaire, sociétal ou de carrière, eux qui veulent donner un nouvel éclat au pays des Lumières ou outre les frontières. Ces personnes sont la preuve même que l'engagement sans déranger est possible. Depuis peu, les couleurs vives deviennent pastels et je ne peux penser qu'au vide laissé dans nos vies. Aux étudiants broyant du noir dans des studios moroses, aux femmes qui rient jaune devant leurs droits toujours bafoués, à celles bleues au cœur et au corps, et vertes de peur face à la folie de leurs conjoints. Et puis, comment ne pas penser aux blouses blanches qui voient rouge sans la promesse d'un billet vert? Ces personnes qui passent des nuits blanches à se creuser la matière grise pour maintenir le souffle de personnes aux pronostics vitaux engagés. Qui, même désarmés, repartent au front et s'efforcent de trouver des solutions quand il y a la queue en réanimation.
rentrant chez eux le soir, lessivés, la sueur et les larmes se confondant sur leurs visages. Moi, fils de soignant, comment pourrais-je regarder mes parents dans les yeux et leur dire « Papa, maman, je sais que vous me regardez. Votre engagement dérange. » Non, non, impossible. Bien au contraire, il arrange. Et mon contradicteur serait bien dérangé de penser l'inverse. Ces hommes et femmes arrangent la vie de leurs prochains et les familles qui s'en suivent. C'est grâce à eux que l'on aperçoit la lumière au bout du tunnel et que l'on peut désormais croire en des lendemains plus dorés. C'est par l'investissement de quelques-uns que nous traversons les plus grandes crises. Qu'ils se soient engagés auprès d'Hippocrate ou du patient, ces personnes-là sont la preuve même que l'engagement n'implique pas nécessairement le dérangement. Malgré tout, la question se pose. Et je peux comprendre qu'on puisse se méprendre à prétendre le contraire. Car si s'engager ne dérange pas au départ, il peut le devenir selon sa forme d'expression. Quand l'engagement devient déconnecté de toute réalité, irrévocable, radical. Quand on cherche à vous imposer un point de vue que vous n'avez pas choisi, que ce soit par l'omniprésence, la peur ou la violence. Oui, ces engagés enragés dérangent. Je vous l'accorde, pas de souci. Mais résumer l'engagement à ces quelques radicaux, quelle qu'en soit leur cause, ce serait oublier tous ceux qui s'investissent dans le respect des opinions. Non, une militante anti-viande qui devient hystérique sur un plateau de télévision ne peut pas résumer le combat de plus de 3 millions de Français végétariens. Au contraire. Ce serait donc faire un amalgame de penser que tous les engagements dérangent. Et pour ce genre de rapprochement de bas étage, il est encore un peu tôt. Attendons l'heure des pros. Pour terminer, je vais être un enfoiré. Car aujourd'hui, on n'a plus le droit d'imposer ses convictions comme ça. S'engager, unir nos voix. Quand j'y crois pour vous, j'y crois pour moi. Je ne vous promets pas la jouissance des victoires, mais du respect à faire valoir. De l'engagement sans faire de mots à Eloquentia. Eloquentia Bordeaux. Minuit 52. Mélanie roule à toute vitesse, joviale et enthousiaste sur une autoroute rythmée par des trompes d'eau qui viennent embrasser le pare-brise de cette Fiat 500L. 10 minutes auparavant, elle fut le souhait de balayer ses engagements en acceptant les fiançailles de son propre amant. Dérangeant, envoûtant ou dégoûtant? À vous d'en faire votre propre jugement. Minuit 53. Kamel s'engage sur l'autoroute A63. Il culmine à plus de 140 km/h sous une pluie torrentielle, quand tout à coup, bam! Le choc avec cette Fiat 500L. L'impétuosité du choc laissera pour seul survivant l'immoralité de Kamel, pensant que s'engager ne rimait pas avec le mot déranger. 60 secondes. 60 secondes séparent deux personnes qui ne pensaient jamais se rencontrer et qui, finalement, en s'engageant, ont bousculé leur faux-semblant. Ah, elle aurait dû y aller, hein. Elle aurait dû le faire, crois-moi, on a tous dit assez dommage, c'est peut-être la dernière fois. Non, on ne peut pas s'engager sans déranger. Pourtant, l'auto-école nous le répète sans arrêt. Il ne faut pas s'engager sur une voie pour ne pas déranger les autres passants. Mais si vraiment cette obligation était importante, pourquoi Kamel, ici présent, n'a pas appliqué ce conseil pourtant si pertinent? On peut donc dire avec adulation que non, on ne peut pas s'engager sans déranger. Christiane Singer disait « Quelqu'un qui ne dérange pas
et sage. Pardon, excusez-moi. Christiane Singer disait « Quelqu'un qui ne laisse pas la réalité déranger ses rêves est sage. » La réalité qui, dans le cas présent, a fait de Mélanie une victime de son engagement. Déranger pour s'engager ou s'engager pour déranger. Tout se mêle et s'entremêle dans ma tête jusqu'à ne plus me souvenir de mon propre frère. Non, on ne peut pas s'engager sans déranger. Je pense à Obama, 59 ans, afro-américain et lauréat du prix Nobel de la paix. Obama est donc, en 2009, le symbole de la paix. Par son engagement militaire, il provoque de vifs éclairs au sein de son propre parlementaire. Expliquez-moi donc comment s'engager sans déranger. Alors à quoi bon s'engager si l'on ne dérange pas? Notre engagement, c'est l'action de se lier par une convention ou une promesse. Le dérangement, lui, représente le désordre. Mais si vous pensez que l'on ne peut pas s'engager sans déranger, c'est que l'on vous a clairement manipulé, marabouté, ensorcelé. Réveillez-vous enfin! Mon contradicteur essaye clairement de vous bercer dans les bras de Morphée. Et ce, avec un discours de piètre qualité. Et je suis dans le regret de vous dire que son engagement pour une argumentation aussi fallacieuse m'a profondément dérangé. Alors vous aussi, messieurs, dames, n'ayez pas peur de l'admettre. Et oui, l'engagement a dérangé, dérange et dérangera toujours. Jean-Marie Le Pen et son engagement pour dire que les chambres à gaz n'étaient qu'un détail de la Seconde Guerre mondiale a dérangé. Christiane Taubira et son engagement pour le mariage pour tous a dérangé et dérange toujours. Dominique Strauss-Kahn et son engagement au Sofitel avec une jeune dame frêle a lui aussi décoiffé les plateaux télé. Vous le constatez donc par vous-même, l'engagement sous toutes ses formes dérange. Et là, je ne parle pas de ce que possédait DSK dans l'entrejambe. Mais bel et bien de l'engagement sentimental, politique ou encore spirituel et religieux. La religion, c'est l'opium du peuple. Il désigne chez Karl Marx la religion qui permet au peuple de se réconforter. Réconfort par le biais d'un engagement spirituel. Mais aujourd'hui, regardez-nous, ce réconfort dérange. Je pense à Sarah Zemahi, suppléante d'une candidate aux élections départementales à Montpellier, qui, par son voile, a provoqué, par son engagement a suscité, et par sa spiritualité s'est faite lyncher. Osez. Osez à présent me dire que l'engagement est gracié de dérangement. Alors oui, vous pouvez reprendre les arguments panégyriques de mon contradicteur pour clamer que l'on ne dérange pas toujours en s'engageant. Mais si c'est le cas, allez dire à Madame Zemahi que son voile, symbole de son engagement pour Dieu, ne dérange pas. Et ce, même après avoir été l'objet de polémiques autour d'elle. Allez dire à DSK que son engagement charnel pour cette jeune femme n'a pas dérangé au point de ruiner sa carrière politique. Expliquez à Christiane Taubira que son engagement pour le mariage pour tous ne dérange pas. Et ce, même après avoir été comparé à un anthropoïde. Osez. Osez clamer que leur engagement ne dérange pas. Allez-y, je vous attends. L'engagement est un vacarme rempli de charme. Alors, utilisons-le pour combattre les effrois de notre âme. Non, l'engagement seul n'est pas pertinent s'il ne dérange pas. L'engagement est indissociable du dérangement. Si mon contradicteur dit vrai, alors peut-on vraiment se permettre de tomber dans une utopie où l'engagement ne dérange pas? Voudriez-vous réellement vous réveiller un matin et voir que l'engagement israélien envers l'oppression des Palestiniens ne dérange personne? Cela reviendrait à dire à Rania, Faisal ou encore Najib que leur engagement pour libérer leurs propres parents des bombardements ne serait finalement qu'une pure perte de temps. Vous pouvez donc le constater, je suis contre ce type d'engagement, car accepter de ne pas déranger, c'est accepter de se faire étrangler, opprimer, museler sur l'entièreté de votre humanité. Patrick Louis Richard disait très justement, si faire dérange, ne rien faire exaspère, j'ai choisi de déranger. Alors, je décide de déployer les ailes de ma fatalité
pour poursuivre mon engagement pour la liberté, quitte à faire de vous mes opposés. Car déranger, c'est se rappeler de la vitalité de notre intrépide combat pour notre souveraineté. Alors toi, oui toi, n'aie pas peur de déranger. Exprime-toi, clame ton mécontentement ou ta joie, n'en déplaise à certains rabat-joie qui planent autour de toi. Tu es, nous sommes, et vous êtes les dérangés de ma tendre et chère stabilité. L'œil de la métempsychose manipule l'âme de plusieurs choses. Cet œil, nous le possédons tous, en manipulant plusieurs de nos pensées de manière habile et voluptueuse, pour concrétiser nos projets, et ce, en prenant toujours le risque de devoir déranger. Merci. D'abord, félicitations à vous 8. Franchement, ça a été un excellent moment pour nous. On aurait bien débattu plus longtemps. On avait plein de choses à vous dire. Ça a été un vrai régal cet après-midi. Donc d'abord, merci. Dans mes retours, moi j'ai envie de vous dire de vous faire confiance, davantage confiance. Il y a eu plein de très bonnes idées de mise en scène, de petites blagues qui peuvent lancer un discours. Et très souvent, vous êtes passé, vous l'avez lancé et hop, vous avez continué. Utilisez ce que vous nous apportez parce qu'il y a eu des idées absolument, vraiment top. Et pour ça, il faut connaître vos points forts. Apprenez à mieux savoir ce que vous maîtrisez et du coup, utilisez-le. Soignez votre entrée dès le début, s'il vous plaît. Je vais penser à la chute. La chute, tu l'aurais mise au début. C'était top. D'accord ? Vous avez eu le temps de vous préparer quand on vous met votre micro. C'est à ce moment-là que vous respirez, c'est à ce moment-là que vous buvez un dernier coup, et c'est pas quand vous êtes devant nous. D'accord ? Comme ça, vous arrivez, vous êtes déjà avec nous. Il y en a certains qui l'ont très bien fait et qui ont pris le temps que nous, on soit disponible, que le public soit disponible pour commencer à parler. N'oubliez pas de bien articuler, c'est ce qui signifie que vous avez la volonté d'être compris, d'être comprise et que vous vous adressez à nous et que vous voulez qu'on vous écoute. Et allez, dernière chose, pour ceux qui parlent avec des notes, comme moi, c'est absolument pas un problème, mais simplifiez vos notes. C'est-à-dire que vos notes, ça doit être des mots, ce sont juste des idées, c'est pas votre texte. Si vous lisez votre texte, si vos notes, c'est tout le discours que vous avez prévu, vous vous perdez forcément dedans. Et du coup, au moment où vous jetez un œil dessus, vous êtes perdu, il y a trop d'infos, il n'y a pas assez de couleurs, il n'y a pas assez de... Simplifiez-vous les notes, vous mettez juste quelques mots. Moi, je ne suis pas comme mes camarades, je n'ai pas cette capacité à parler comme ça non-stop, mais j'ai mis les 3 mots que je voulais vous dire et basta. Voilà, mais en tout cas, bravo. Bon, ben, moi j'ai des notes également, donc déjà félicitations à tous et à toutes. On a passé effectivement un excellent moment. Je sais que c'est compliqué dans la situation actuelle. Je dis bonjour à Paris, à New York, bref à ceux qui nous regardent. Je pense que ça va être une très bonne soirée pour beaucoup de gens quand cette vidéo passera. On a eu de tout ce soir. On a eu des dignes hérités de Edmond Rostand, ou même des plus grands auteurs. On a eu des chanteurs, des cantatrices. Moi je me suis cru un peu à The Voice. J'ai envie d'appuyer sur le bouton ou pas. Ça dépend un peu des gens. De ce côté-là, non, mais je vous rassure, on a eu des rappeurs, on a eu des représentants un peu à cette conférence TED qui manquait peut-être juste le petit écouteur dans l'oreille. On a eu de la conviction, on a eu des rires également, mais voilà, on avait des gens qui disaient de belles choses, de grandes choses, mais avec conviction. Pas tout le temps forcément, ça c'est quelque chose qui se travaille. On a eu des belles voix, on a eu des beaux mots. Je vais revenir sur la voix peut-être. Attention, certains ont de très belles voix, mais ne connaissent pas encore assez leur potentiel. On a tendance parfois à crier, à parler fort, et après tout doucement à descendre jusqu'à ce qu'on ne vous entende plus. Toujours penser à la diction, c'est toujours important, surtout quand vous jouez avec cette voix. Si vous avez cette voix,
sachez la maîtriser et vous serez parfait. Peut-être sur les notes, parce que je les ai dans les mains, effectivement, j'avais prévu plein de choses, mais peu importe, on est peut-être pris par le temps. Il y a des techniques qui, dans les concours d'éloquence, si vous avez un texte, je félicite ceux qui n'ont pas de texte, bien entendu, c'est un grand travail, je le sais. Si vous avez un texte, parce que vous avez besoin d'être rassuré, ayez vos notes. Peut-être, si vous avez le discours, écrivez-le en gros, d'accord? Vous agrandissez le texte et ne mettez pas vos notes comme ça, c'est une seule page et on décale et on revient. Et ça sera plus fluide, plus simple, vous serez peut-être moins perdu. Pareil aussi dans le déplacement. Parfois c'est un jeu scénique qui est d'une importance telle dans votre discours. Parfois ça peut venir parasiter votre discours. C'est bien, et certains l'ont fait, d'être planté. On ne bouge pas, on ne parasite pas. On capte avec sa voix, avec ses mots. On gueule, on calme, mais au moins on capte l'attention de cette manière. Donc faites attention, ça fait partie du stress. On le fait tous, je l'ai fait aussi, je continue de le faire quand je plaide. Mais voilà, ce sont que des petits retours que peut-être on fera encore. Je vous félicite vraiment pour chacun et chacune. Voilà, vous étiez tous juchés sur vos hauts talents, d'autres encore plus. Mais c'était extrêmement agréable de vous entendre. Pour ma part, on a eu The Voice, on a eu TEDx, on a eu un peu de tout. Ça a été jonché de beaucoup de prestations très bariolées, puisqu'on a eu beaucoup de jeux de mots avec les couleurs. Et on a eu beaucoup de belles choses. Je me suis même surpris à voir des femmes débarquer ici. Donc, au masculin comme au féminin d'ailleurs, je parle des femmes. On a eu beaucoup de belles prestations. Alors, oser, pour moi, c'est une prise de parole réussie, c'est une prise de parole oser et assumer. C'est-à-dire assumer. Si vous avez décidé d'être exécrable, assumez-le. Voilà, c'est tout. Assumez, parce qu'à partir du moment où vous ne l'assumez plus, vous perdez votre auditoire. Là, vous devenez détestable. Donc, vous avez fait un choix, vous l'assumez. Il y a eu des prestations qui étaient de très bonne qualité. Il y a eu des petites phrases qui sont restées, comme par exemple, l'engagement, c'est le vacarme avec du charme. Je n'ai rien compris à ce que ça signifie, mais c'était là. Voilà, je l'ai retenu, je n'ai toujours pas compris, mais c'était là. Donc, c'est quand même beau, c'était très bien, c'était bien fait. On a eu les détours, on a eu des couleurs, on a eu vraiment plein de choses. On a eu un voyage historique, on a beaucoup voyagé. On a eu l'invasion des extraterrestres, voilà. Il ne manquait que les hommes verts, parce que pour l'instant c'était qu'ils arrivaient, ils savaient utiliser les ordinateurs. Waouh. Donc on a eu un peu de tout, et ça c'était quand même génial, parce que je ne m'attendais pas à voir au cours Florent des extraterrestres qui allaient manipuler les ordinateurs. Mais ça, j'étais plus au bout de mes surprises. Et félicitations à chacune et à chacun. Certains d'entre vous ont des styles plus académiques, si on peut le qualifier comme ça, donc, mais qui fonctionnent énormément, avec beaucoup de sincérité. On a vu dans vos regards, dans vos yeux, alors moi je disais avec mes collègues, qu'il y a eu des moments où j'avais l'impression que vos yeux parlaient. Et ça c'est fondamental. À l'époque où on met tout le temps des masques, le seul organe qui reste encore disponible, masqué, ce sont les yeux. Et vous avez réussi à transmettre, on dit souvent que les yeux c'est la fenêtre de l'âme. J'ai eu des discours qui étaient vraiment, j'avais l'impression que ça vous tenait à cœur. Et vous êtes venus nous le partager. Vous êtes venus vivre une relation avec nous. Et ça c'est fondamental. Donc félicitations à chacune et à chacun d'entre vous. Vous avez été très bons. Et je sais, et je peux vous l'affirmer, que je n'aurais jamais pu faire autant que ce que vous avez réalisé. Félicitations et bravo à chacune et à chacun d'entre vous. Vous avez dit beaucoup de choses. Je ne vais rien ajouter, je n'ai pas de notes. Non, écoutez, moi j'ai passé un très bon moment avec vous. J'ai été bluffé par vos performances. Alors moi aussi, et vraiment c'est pas des paroles en l'air, je vous félicite toutes et tous. Quelles incroyables performances, quelle audace de venir jusqu'à nous comme ça pour oser débattre sur des sujets qui sont en plus... pas simple, un peu épineux. Vraiment, il faut vous féliciter vous-même, vraiment, remerciez-vous, baisez-vous, si je peux dire. Vous le méritez. Je ne sais pas si l'intelligence rend beau, mais j'ai trouvé que vous cumuliez les deux, la beauté et l'intelligence. Alors, ouais, vraiment. Vous étiez beau à regarder, vous étiez beau à écouter. Et il y a vraiment énormément de qualité chez chacun d'entre vous. Du coup, la finale, c'est cool, mais en vrai, on s'en fout un peu. Là, jusque-là, en fait, déjà, c'est top. Après, ok, il y en a 4 qui iront et puis 4 qui regarderont, mais en fait, c'est déjà gagné pour moi. Ça va vous servir au-delà d'Eloquentia, mais bien au-delà. Vous avez vraiment des atouts forts. Servez-vous-en. Comme tu disais, en fait, repérez-les, vos points forts, c'est des vrais appuis. Et puis, repérez vos points faibles pour les creuser. Et vous en avez, étrangement, vous en avez quand même un petit peu. On en a cité plusieurs. Moi, parmi les choses qui m'ont perdu, effectivement, parfois, c'est... après, moi, je suis comédien, alors je suis plus sensible au jeu scénique.
Et donc j'aimerais qu'il y ait encore plus d'incarnation dans ce que vous proposez. Et pour incarner au plus juste, je pense qu'il faut être soi-même convaincu. Donc soyez convaincus de ce que vous dites et raturez les phrases auxquelles vous ne croyez pas. Et raturez aussi les phrases que vous aimez trop, parce que c'est vos petits bonheurs égoïstes. Allez vers plus de simplicité, vers plus d'authenticité. Et puis du coup, ça vous amènera à être plus ancré dans le sol, avoir une voix parfois plus posée ou plus modulée. Effectivement, parfois on peut se perdre un peu dans les déplacements à vous suivre si vous avez tellement de choses importantes à dire, et c'est le cas. Il n'y a rien d'autre que votre voix, votre regard, votre gestuelle bien sûr. Mais bon, c'est des petites choses. Globalement, vous êtes déjà très haut, donc continuez de vous élever et merci beaucoup. Voilà. Et vous aurez remarqué que nous n'avons pas tous dit bonjour. Ce qui est une erreur. Est-ce que c'est le moment du coup de déclarer les gagnants? Je débute. Alors, effectivement, je parlais tout à l'heure de TEDx. Émile sera dans la finale. Pour ma part, je parlais d'un style académique, mais qui fonctionne toujours, et cela depuis 3000 ans, parce que ça se pratiquait déjà à l'époque d'Elysias. Ça va être lui. On se décale un peu pour faire un Bien sûr. Merci. Le troisième à rentrer en finale, c'est Lucille. Et on termine avec celle qui a commencé, c'est Emma.